Je suis Louis Fèvre-Darcier, directeur des Archives municipales de Lyon, et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir notre conférencier, Pierre-Jean Souriac, spécialiste du XVIe siècle, grand connaisseur des défenses de Lyon, qui est le sujet de sa conférence de ce soir. Dans le cadre donc de notre exposition Vulnérabilité, qu'en disent les cartes, qui présente différents risques auxquels la ville de Lyon a pu être confrontée, peut toujours être confrontée dans certains cas, au fil du temps, en tout cas depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours. Je suis donc très heureux que vous soyez nombreux pour un mois de juin, puisque c'est un mois moins fréquenté d'habitude. Et je tiens vraiment à remercier Pierre-Jean Souriac qui accepte de parler pour nous ce soir. Je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin et je m'en excuse, mais je pense que vous aurez amplement matière. Alors, il m'a dit qu'il pouvait rester jusqu'à 21h, 22h, mais sans doute que la conférence ne durera qu'une heure. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de repas. Il n'y a pas la ration de sol. Merci. Bonsoir à tous. Merci Louis pour cet accueil. Et donc, voilà, c'est bon là. Comme ça, j'ai mes mains. Voilà. Et donc, eh bien, dans le cadre de cette exposition sur la question des vulnérabilités, je vous propose de passer une petite heure et puis après avec une possibilité de discussion sur la question de ces murailles, sur la question des défenses de la ville de manière plus générale, mais c'est vrai que mon propos va porter essentiellement sur les fortifications et sur la façon dont la ville se défend. Et c'est une question qui s'est posée dès la fondation de la ville de Lyon, dès la période de la colonie romaine, au 1er siècle avant notre ère. Et c'est une question qui est demeurée déterminante jusqu'au XXe siècle et même encore aujourd'hui, puisqu'on a sur la place, dans l'espace, dans la région lyonnaise, des fonctions militaires de commandement et d'encadrement, notamment sur le commandement intégré de l'OTAN. Donc voilà, il y a une problématique qui accompagne cette ville. Et dans le cadre de l'exposition justement sur la question des vulnérabilités, c'est une idée qui est venue assez vite aux organisateurs. En quoi une ville comme Lyon est-elle vulnérable sur le plan de sa défense ou comment, et c'est peut-être plus ça en fait qui va nous intéresser aujourd'hui, comment la ville se sent vulnérable. En fait, la question, c'est que font les Lyonnais face à un sentiment de vulnérabilité lié à un risque militaire qui est à leur porte et qui peut emporter la ville. Alors, ce sentiment de vulnérabilité, il naît de plusieurs facteurs. Le premier, d'abord, c'est le côté associé à Lyon de ville frontière, de ville verrou. C'est une identité militaire qui est probablement pas présente à l'origine et à l'origine de la colonie romaine, qui n'est probablement pas présente non plus dans le haut Moyen-Âge à la période burgonde, mais c'est une question qui apparaît à partir du moment où la monarchie française commence à se structurer dans ses frontières, dans son territoire, et qu'elle commence à projeter des opérations militaires vers ses voisins, et donc à craindre aussi l'invasion de ses voisins, c'est-à-dire à partir de la fin de la guerre de Cent Ans, à partir du XVe siècle. Et dans ce cadre-là, Lyon s'est construite comme une ville frontière, qu'elle est jusqu'en 1601, jusqu'au traité de Lyon qui voit l'annexion de toute la Bresse, du Bugey et du Val-Romée. Et donc ça induit une fonction militaire spécifique de défense de la ville, mais de défense du royaume. Et donc cette position stratégique qui se construit à la fin du XVe siècle et qui de fait sera continue avec des phases de plus ou moins importantes de mobilisation jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux fortifications les plus récentes. Deuxième sentiment de vulnérabilité, Lyon est situé sur un axe de circulation, nord-sud, est-ouest, hein, c'est un des éléments qui fait la prospérité et la force de Lyon, mais un axe de circulation, c'est un axe sur lequel on circule, comme son nom l'indique, que ce soit les marchands, que ce soit les armées, que ce soit des armées d'invasion. La place de Lyon se situe dans un axe de pénétration d'un territoire national, et en ce sens, la fonction de verrou est absolument centrale.
Et enfin, dernier élément de ce sentiment de vulnérabilité, et qui est probablement le plus long dans l'histoire lyonnaise, c'est l'idée d'une ville livrée à elle-même, ou en tout cas d'une ville devant assumer sa propre défense. L'identité de Lyon sous l'Antiquité, c'est une cité romaine, une colonie romaine, une Rome en miniature, avec une autorité sur l'espace de sa cité, mais dans le cadre d'une ville à la fin du Moyen-Âge, au XVe et XVIe siècle, c'est ce qu'on appelle une bonne ville, devant elle-même assurer sa propre défense, avec ses propres soldats, finançant ses propres murailles. Et puis, 1870, défaite des armées françaises face aux Prussiens, peur de l'invasion et le vœu qui est fait à Fourvière et qui va conduire à la construction de la basilique. Vous voyez, c'est-à-dire que de manière récurrente dans l'histoire de Lyon, il y a ce sentiment que la ville ne se retrouve que par qu'elle-même, que ce soit par son statut ou par rapport à la conjoncture militaire, qui se retrouve elle-même face à une menace et qu'elle est esseulée et qu'il faut qu'elle se prenne en main. Et que cette vulnérabilité, c'est d'abord aux Lyonnais eux-mêmes d'y répondre. Et donc, il y a de fait, face à ces sentiments-là, un besoin de se mettre en défense pour soi-même ou pour le territoire. Et des choix politiques qui appartiennent aux Lyonnais. De fait, quand on reprend le parcours historique de l'histoire lyonnaise sur le plan militaire, cette vulnérabilité s'est rarement traduite par des faits réellement traumatiques et des faits militaires extrêmement nombreux dans l'histoire de la ville de Lyon. En fait, on les compte sur les doigts d'une main, d'une main et demie, on va dire. Le premier grand moment militaire de la ville de Lyon, c'est la bataille de 197. C'est le moment où Septime Sévère est confronté à Galba et où les Lyonnais font le mauvais choix, voilà, tout simplement, et qui débouche sur une entrée en crise de la ville. Voilà, c'est pas l'objet de cette conférence, mais voilà. Mais là, il y a une bataille qu'on localise plus ou moins, mais dans les environs de Lyon. On a également, alors ça, c'est des batailles qui sont beaucoup moins documentées, mais on a des raids militaires, que ce soit des raids notamment des Normands, ou quelques raids sarrasins, on sait qu'on a des destructions, notamment de l'abbaye de l'Île-Barbe, notamment de l'abbaye d'Ainay. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe à Lyon même, mais là, il y a manifestement de l'instabilité entre le 7e et le 10e siècle. Et puis, voilà, on avance. On a la fameuse bataille de Brignais au XIVe siècle, vous voyez, dans laquelle les armées du roi de France sont mises en déroute par les grandes compagnies levées dans le cadre des conflits et qu'on aurait bien aimé voir rentrer chez elles une fois la paix signée et qui ont continué à rançonner les campagnes. Et donc cette bataille de Brignais au milieu du XIVe siècle, dans le contexte de la guerre de 100 ans, se passe aux portes de Lyon. Et là aussi, sentiment de vulnérabilité, mais vous voyez, bataille de 197, des incursions entre le 7e et le 10e siècle, bataille de Brignais. Pendant les guerres de religion, la ville de Lyon s'est impliquée fortement en tant que ville protestante puis ville ligueuse, mais pas un siège, pas d'opération militaire d'envergure, vous voyez, pas de menace. Et de fait, il faut attendre vraiment le siège de 1793 pour voir à nouveau des armées camper devant les murailles de Lyon et avoir là cette fois-ci une conséquence militaire et sociale relativement lourde sur la ville. Et puis la bataille de Limonest de 1814, la fin de l'Empire napoléonien, l'arrivée des armées coalisées et cette bataille qui a lieu à cet endroit-là, 1870, la peur de la guerre, la peur d'une bataille, mais rien en réalité. Et puis évidemment, après 1944, les bombardements, la libération de la ville, qui conduit là aussi à des actes militaires. Mais vous voyez, on fait quasiment 2000 ans d'histoire, avec en tout et pour tout un nombre d'opérations militaires d'envergure extrêmement limité. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ville de Lyon est une ville qui ne cesse de se défendre, avec un sentiment de vulnérabilité face à la question militaire qui est extrêmement présent, mais dans une vulnérabilité qui est plus fantasmée que réelle, dans une vulnérabilité qui est anticipée. Et je ne sais pas si dans votre culture littéraire, si vous avez lu Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq ou Le Désert des Tartares, c'est cette idée, c'est cette guerre qui est attendue, mais qui ne vient jamais. Et il y a un petit peu de ça dans ces défenses lyonnaises, où, on pourra me dire, c'est de la dissuasion. Peut-être mieux on se défend, moins on est attaqué, ce qui est tout à fait possible. Mais l'importance, ne serait-ce que démographique de la ville de Lyon, la protège. Si on prend la guerre de religion, une ville de 50 000 habitants
face à des troupes qui dépassent rarement les 600-700 soldats, elle risque, à part les faubourgs, d'être un petit peu brûlée, il n'y a pas un risque majeur. Donc, cette question de la vulnérabilité, on va le voir, c'est une obsession, une vulnérabilité militaire, une ville qui se sent vulnérable sans que cette question soit véritablement mise à l'épreuve. Donc, ceci relève d'un imaginaire, d'une anticipation, d'une sorte de guerre immobile qui va générer une mise en défense de cette ville et une mobilisation de ses ressources et de ses moyens. Voilà. Le dernier élément, en fait, pour suivre après ces défenses et qu'on va voir se développer dans cette conférence, c'est que cette défense de Lyon, il faut bien la comprendre aussi dans la conjoncture propre de Lyon. Hein. Lyon, c'est une ville qui est bâtie dans une topographie particulière. Lyon, vous le savez, il y a 2 cours d'eau, il y a 2 collines. Et donc, allez-y pour fortifier 2 cours d'eau et 2 collines. Hein. On arrive à fortifier une ville en rase campagne. Une ville avec une topographie aussi compliquée, c'est beaucoup plus difficile. Ce qui fait que la mise en défense de la ville, la muraille de la ville, va répondre à cette obligation d'intégrer une topographie complexe. La topographie est complexe aussi pour le développement de l'habitat, mais elle l'est aussi pour arriver à fermer et à cerner cette cité. Et qui plus est, cette topographie est une topographie qui ne cesse d'évoluer. Parce que ce qu'on va voir dans cet exposé, c'est qu'en fait, la ville de Lyon, à l'époque de l'Antiquité, elle est sur le plateau de Fourvière. La ville de Lyon, au Moyen-Âge, elle est dans la partie Vieux-Lyon actuelle. La ville de Lyon, au XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, elle se situe sur la presqu'île. Et au XIXe et XXe siècle, la partie dynamique de la ville, c'est toute la rive gauche du Rhône. Donc on a un déplacement du centre de gravité de cette topographie urbaine qui nécessite là aussi des adaptations des murailles. Il n'y a pas 2 murs de Lyon qui se ressemblent à 400 ans d'écart. Et donc, topographie complexe, topographie mouvante, dans un sentiment d'être toujours dans le risque d'être attaqué par des adversaires fantasmés ou réels, selon les périodes, et donc qui conduisent à une politique, à 2000 ans de politique de mise en défense et de fortification, et qu'on va maintenant essayer de suivre. Donc d'abord, premier temps, aux origines de la fortification lyonnaise, et donc d'où viennent ces fortifications, et premier temps d'abord le Lyon antique, c'est-à-dire finalement quelles furent les fortifications de l'antique Lugdunum. Est-ce qu'on a des murs à cet endroit-là? Alors ça, cette question de la muraille de la ville lyonnaise, c'est une incertitude très ancienne. De fait, si vous regardez un des premiers, vous voyez, un des grands vulgarisateurs de la topographie, c'est Jean-Claude Golvin. Donc vous trouvez dans énormément de catalogues, énormément d'expositions. Il va y avoir une exposition à Lugdunum sur lui. Hein. Alors, la question de la reconstitution, c'est un vrai débat entre historiens. On n'est pas tous. Il y en a qui disent c'est du mensonge. Il y en a qui disent il faut bien, ça donne. Voilà. Je ne rentre pas dans le débat, on pourra en parler si vous voulez, mais en tout cas, voilà, Jean-Claude Golvin fait un gros travail de reconstitution. Et pour arriver à ce type de dessin, qui est extrêmement suggestif, il y a forcément une part qui s'appuie sur de la réalité observée par l'archéologie et une part qui s'appuie sur de la reconstruction, parce qu'on a vu que dans telle ville antique, on fait comme ça. Voilà, rien que la couleur des toits ou la couleur des murs, on n'en sait rien en fait. Donc voilà. Mais une fois qu'on a regardé ça, ce qui est intéressant sur cette sur ce dessin de Golvin qui date d'il y a une vingtaine d'années, c'est qu'en fait, il n'y a pas de mur. Voilà. La représentation de Lyon au IIe siècle par Jean-Claude Golvin, c'est-à-dire au temps de la splendeur du Lugdunum antique, il n'y a pas de mur, pas de muraille. Une ville qui est ouverte. Et si vous regardez une des grosses synthèses sur les murailles lyonnaises, qui est le livre de François d'Allemagne, qui est un très beau livre sur les défenses de Lyon, eh bien, il va vous dire, donc le livre il est édité en 2006, vous voyez, ça a 18 ans. Il va vous dire que, de fait, il n'y a, je le cite, aucun repère archéologique à l'heure actuelle qui ne permet d'affirmer qu'une enceinte protégeait alors la ville. C'est-à-dire, de fait, voilà, une ville construite dans la période de la Pax Romana, même si c'est 43 avant Jésus-Christ, la Pax Romana on fait mieux, on n'a pas tout à fait fini, d'accord, mais voilà, l'idée qu'une ville qui est une ville ouverte, voilà. Et donc, une hésitation. Seulement, voilà, on a quelques traces écrites, notamment dans le récit Tacite. On sait qu'en 68 avant Jésus-Christ, il y a
il y a une résistance de Lyon face aux citoyens de Vienne. Hein. Les Viennois sont révoltés derrière un chef qui s'appelle Julius Vindex, qui se révolte contre l'autorité de Néron. Et on sait que les Viennois attaquent la ville de Lyon et que Lyon, qui soutient l'empereur en poste, qui est Néron, résiste. Et que les Viennois n'arrivent pas à s'en saisir. Donc voilà, on est au milieu du 1er siècle. Le fait qu'ils aient pu résister, on peut avoir un soupçon de muraille. Et puis, quand on regarde les descriptions de l'Antiquité tardive, hein, Amiens Marcellin ou Sidoine Apollinaire, il parle d'une ville, de portes, il décrit, on rentre dans des murs, et chez ces poètes de l'Antiquité tardive, une description qui pourrait laisser penser à une ville qui est fermée. Mais au-delà de ça, pas de traces archéologiques. Vous voyez, l'historien, face à ça, il se dit, est-ce qu'à un temps, Lyon s'est sentie invulnérable au point de ne pas se fermer sur elle-même? Et de fait, on a eu deux chantiers archéologiques majeurs depuis les 15 dernières années. Le premier, c'est le chantier qui a eu lieu sur les quais Saint-Vincent, sur la montée de la Butte, en 2001, qui a donné lieu à des publications entre 2007 et 2009, et sur lequel on a trouvé les traces d'une porte monumentale et d'une muraille du IIe siècle qui montait de fait vers Croix-Rousse, donc côté Presqu'île. Et donc, on a pu en conclure, à partir de là, que si on a construit des murailles probablement vers l'espace qui était le théâtre des Trois Gaules et surtout l'hôtel des Trois Gaules, le lieu principal du culte, c'est que probablement le reste de la ville était fortifié. Cette découverte n'a pas levé l'incertitude sur une ville complètement fermée, mais on a déjà la trace qu'une partie de la cité pouvait être fermée. Et la deuxième découverte, qui elle, de fait, est une découverte qui achève de faire penser à cela, c'est les fouilles qui ont eu lieu place de l'Abbé-Larue, sur la colline de Fourvière. Vous voyez, la place de l'Abbé-Larue, c'est juste à côté du lycée Saint-Just. Vous voyez, et il y a une petite promotion immobilière, et là, comme toujours, de toute façon, quand on creuse sous Fourvière, on sait qu'on trouve des vieux cailloux et que de toute façon, le promoteur immobilier, il prend pour 1 an ou 1 an et demi de fouilles préventives avant de pouvoir avancer. Parce qu'en plus, à Lyon, là-dessus, l'INRAP et le SAVL, le service archéologique de la ville, sont assez vigilants. Et donc là, on a trouvé, place de l'Abbé-Larue, cette découverte que vous avez derrière moi, qu'on appelle le Murus Gallicus, qui est une superposition de 2 murs. Vous voyez, dans le trait bleu correspond à un mur gaulois. Surtout, ce sont des séries de remblais de terre étayées par du bois, caractéristiques de ce qu'on peut trouver dans d'autres oppidums des civilisations pré-romaines en Gaule, ce qui les confirme d'une certaine manière que Lugdunum, avant d'être une colonie romaine, était probablement un oppidum gaulois non habité à destination religieuse. Bon, ça sera l'objet d'une autre conférence. Et surtout, au-dessus de ce mur gaulois, l'implantation d'un mur romain. Alors c'est ce que vous avez sur la maquette qui est affichée, avec une tour. Donc le mur romain, c'est la partie supérieure qu'on voit assez bien ici, avec l'empierrement, donc un remblai de terre, un empierrement qui est caractéristique des murs du 1er siècle après Jésus-Christ, et l'existence du mur, de la tour, couplée à l'existence de la découverte de la montée de la butte, laisse penser que le pomerium de la cité antique était fermé. Et que donc on avait une ville qui était probablement fermée, qui s'est remplie, peut-être qui a été dépassée assez vite. Est-ce que le mur avait un but défensif ou un but symbolique pour marquer l'espace sacré de la ville? Ça, on ne peut pas en parler. Mais dans tous les cas, on n'a pas d'autres traces de murs, parce que pour trouver d'autres traces de murs, il faudrait détruire des maisons. Et généralement, les propriétaires, ils ne sont pas trop d'accord, même si on a un beau projet scientifique à leur proposer, d'aller fouiller dans leur cave. Donc l'idée de fait qui est constituée, c'est que voilà, vous avez ici le plan de Lyon, un des derniers plans de Lyon antique constitué par le service archéologique de la ville de Lyon, dans lequel ils ne font pas figurer encore des murailles parce que c'est trop incertain, mais vous avez sur le plan que vous avez ici en... Hop. Vous voyez le plan que vous avez ici, vous avez les différentes hypothèses qu'on peut avoir sur la fortification, avec la première hypothèse du 19e siècle, vous voyez, c'était le mur antique reprend, c'est le 1 là, ce trait bleu, reprend le mur médiéval. Alors pourquoi c'était pas argumenté. L'argument à la fin de Steyert au 19e siècle, vous voyez, en 2, c'est ce mur vert, qui est déjà plus probable. L'argument d'Ama Baudin en 1964,
et qui est l'argument qui est encore le plus suivi aujourd'hui, c'est ce mur bleu et cette enceinte. Et c'est un élément qui explique, et on verra ça quand on va voir des plans après successifs des fortifications lyonnaises, si vous verrez, sur la partie Fourvière, quasiment toute la partie de Fourvière est dans des murailles. Ça veut dire qu'au Moyen-Âge, on a enserré dans des murailles des vignes, des bois et des champs. Ce qui est quand même assez rare. Hein, généralement, on fortifie la ville. Et c'est probable, en fait. Et c'était le raisonnement des premiers érudits du 19e, qu'en fait, on a reconstruit une muraille là où il y avait la mémoire d'une ancienne muraille romaine. Et si Fourvière est fortifiée, c'est peut-être qu'il y a une continuité mémorielle là, qui nous échappe, en fait, aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de documents archéologiques sur ce haut de la colline qui a été fermé. Alors, cette situation, elle va évoluer, et c'est le deuxième temps de ma première partie, parce que la topographie lyonnaise va elle-même évoluer. C'est-à-dire que, et là on avance vers l'Antiquité tardive et le Haut Moyen-Âge, fin de l'Antiquité romaine et installation burgonde. Hein, ce temps qu'on appelle des grandes invasions, mais qui, de fait, pour les Lyonnais, c'est un temps de transformation politique, c'est un temps de crise, de danger, mais ce n'est pas non plus un temps d'effondrement. Mais, de fait, la ville de Lyon a commencé sa mutation avant même la fin de l'Empire romain. La localisation, l'habitat lyonnais s'est progressivement déplacé à partir du 3e et 4e siècle. L'habitat lyonnais, vous voyez, qui est situé sur le haut, et vous avez ici, hein, on a retracé le bâti romain, sur le haut de la colline, à partir du 3e et 4e siècle, va descendre sur la partie basse. Ça, la raison, on ne sait pas pourquoi. Mais il y a deux facteurs qui vont le permettre. Le premier, c'est que le bras de la Saône que vous voyez, qui est ici, qui est représenté en bleu très léger, est totalement maîtrisé et asséché au début du IIIe siècle. Et que donc cette partie, cette langue de terre, devient aménageable, devient pour les habitations, à partir du IIIe siècle. Ça, c'est le premier facteur. On peut s'installer ici. Et le deuxième facteur, c'est l'installation de l'ensemble cathédral au niveau de la cathédrale Saint-Jean actuelle. Et de fait, l'évêque devient la puissance politique de la ville et dont le pouvoir s'accroît avec la dérégulation progressive du pouvoir romain. Et dans la transition entre les monarchies barbares et donc la monarchie burgonde et l'Empire romain finissant, le personnage qui assure la continuité, c'est l'évêque. Et donc, de fait, ce personnage-là, qui au départ est quelqu'un qui est installé dans un ensemble relativement modeste, va devenir le notable de la ville. Et en devenant le notable de la ville, il va de fait attirer à lui des habitations, des gens. Et donc, cet espace-là, qui est le quartier de l'évêque, va devenir le quartier dynamique. Et progressivement, la ville de Lyon qui se contracte en termes de démographie, les habitants vont descendre du haut de la colline pour s'installer dans la partie basse. Et cette partie-là va être désertée au point d'être, on va utiliser les pierres du théâtre pour construire les maisons du bas. On va se servir du haut de la colline comme dépotoir. Et donc, le théâtre va disparaître. Le théâtre antique tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est redécouvert qu'en 1934. Voilà, donc il va totalement disparaître. Et donc, cette situation fait que la ville de Lyon change de topographie. Donc, les murailles de l'époque augustéenne sont décalées. Et on rentre dans une période de trouble. C'est le début des grandes invasions. Avant les grandes invasions dans l'Empire romain, c'est la multiplication des contestations impériales. Hein, ces empereurs qui se font déclarer empereurs par leurs soldats et qui font des guerres civiles. Alors ça a commencé avec Galba et Septime Sévère, mais ça va continuer. Et donc là, on rentre dans une période de plus grande agitation. Et dans ce cadre-là, troisième élément, on sait que dans un certain nombre de villes en Gaule à ce moment-là, on reconstruit des murailles. À Vienne, à Nîmes, voilà. À Lyon, on n'a pas la trace de ces murailles. On n'a pas la trace d'une décision politique de construire des murailles. Donc on ne sait pas en réalité si on fortifie ou pas la ville. Là, on est au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Mais par mimétisme avec ce qui se fait ailleurs, il est probable que la ville là-dessus a été fortifiée. Si on avance dans le temps, on sait qu'au 9e siècle, donc à l'époque carolingienne, les Vikings ont remonté la vallée du Rhône
et que l'île Barbe a été saccagée et l'abbaye d'Ainay ont été saccagées par les Vikings, et on n'a pas de traces à Lyon de destruction de la ville, ni même de couches archéologiques d'incendie. Donc la ville de Lyon a dû se protéger. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il est probable qu'on ait eu des remparts. Mais dans la mesure où on n'a aucune trace archéologique, je ne suis totalement incapable de vous dire à quoi ressemblaient ces murailles. Donc là, l'historien, il est juste dans l'hypothèse. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que si elles ont disparu de la topographie urbaine, c'est que c'était probablement des remblais de terre avec des palissades de bois, donc des murailles qu'on pouvait construire assez vite, assez peu onéreuses. La ville se protégeait probablement en prenant appui sur la colline, en prenant appui sur la Saône et en fortifiant essentiellement ses entrées et en contrôlant essentiellement ses accès. Et donc, l'idée d'une ville fortifiée au Haut Moyen-Âge, je dirais, pour moi, historien, est une certitude, mais de fait, c'est une certitude de papier. Il n'y a absolument pas une certitude, il n'y a pas la preuve. Le seul moment où on se dit que qu'on peut avoir des éléments de fermeture, c'est au XIe siècle. Au XIe siècle, vous voyez, on a avancé. Hein, là, depuis la chute de l'Empire romain, on a passé 6 siècles. Au XIe siècle, parce que dans les premières archives de la ville, hein, ça y est, on commence à avoir de la documentation papier. À partir du XIe, XIIe siècle, on a un certain nombre de chartes, de documents qui nous parlent de récluserie, des frères reclus qu'on installe dans la ville de Lyon. Donc des reclus, c'est des sortes d'ermites en espace urbain et qui, généralement, ailleurs qu'à Lyon, parce que c'est documenté ailleurs qu'à Lyon, sont installés dans des maisons périphériques à la ville et que la ville va nourrir, que la ville va chauffer en fournissant du bois de chauffage. Et la contrepartie de ce soutien des frères reclus, c'est qu'ils surveillent les accès. Ce n'est pas des soldats qui vont défendre la ville, c'est des gens qui surveillent les portes. Et donc le fait qu'apparaissent ces récluseries, en tout cas qu'elles soient attestées au XIe siècle, est une confirmation supplémentaire que l'accès à Lyon est régulé. L'accès à Lyon est contrôlé. Et donc qu'il y a probablement un mur, il y a probablement quelque chose, mais qui nous échappe. Et donc si on a bien quelque chose, et qu'on n'a aucune trace archéologique, c'est que c'est forcément quelque chose d'assez dégradé. C'est quelque chose d'assez léger. On n'a pas une ville, voilà, on n'a pas une cité absolument fière derrière des gros murs en pierre, parce que ça, on aurait des traces dans le bâti, voilà, des maisons construites dessus, ou au moins quelques traces archéologiques. Et ce processus-là, en fait, eh bien, il va connaître encore une évolution, et c'est le troisième temps de ce grand temps, la ville avant ses murailles, d'une certaine manière, c'est qu'à partir du XIe et XIIe siècle, la ville de Lyon, plutôt que d'essayer de se constituer une muraille unique, entre le XIe et le XIIe siècle, au contraire, elle va se morceler autour d'un certain nombre d'îlots défensifs. C'est-à-dire que vraiment, voilà, jusqu'au milieu du Moyen-Âge, la ville de Lyon n'a pas de défense cohérente, mais la ville de Lyon est va se doter d'un système de défense un peu plus moderne, mais qui est tourné, délyonnés les uns contre les autres. Alors quels sont les enjeux ? En fait, à partir de la fin de la période carolingienne et du début de la période capétienne. Okay, on est au Xe siècle. Vous le savez, c'est ce qu'on appelle la mutation féodale. En tout cas, il y a une crise du pouvoir central, il y a une décentralisation très forte de l'autorité politique autour des institutions ou des personnalités locales, c'est-à-dire c'est les grands nobles qui vont se tailler des fiefs et qui vont être beaucoup plus autonomes sur leurs terres. Et ce recul du pouvoir central s'accompagne donc d'un éloignement de l'autorité régulatrice et d'un accroissement des rivalités locales. Lyon, au XIe, XIIe siècle, est une ville qui n'est pas dans le royaume de France, c'est une ville qui est dans le Saint-Empire romain germanique. Et l'empereur du Saint-Empire romain germanique, hein, un Hohenzollern, voilà, il est loin, à la fin, il est loin, hein, il est dans les territoires germaniques. Il ne parle pas le franco-provençal comme à Lyon, il parle allemand. Donc, et l'empereur s'intéresse assez peu à Lyon. En revanche, il s'intéresse à ce que la ville reste sous son obédience, et pour ça, il confie l'autorité, il confirme en tout cas dans cette autorité le seigneur de la ville, qui est l'archevêque. Et donc, on a une première autorité, qui est l'archevêque comte de la ville de Lyon, qui a une autorité qui appartient au grand lignage nobiliaire de la région, hein, la famille de Bourbon, la famille de Forêt, voilà, c'est des grands noms. Mais à côté de cela, à Lyon, on a aussi
le chapitre cathédrale Saint-Jean, qui est un chapitre extrêmement prestigieux, composé de chanoines, théoriquement qui sont censés seconder l'évêque, mais qui en réalité mènent leur propre politique. Et les membres du chapitre Saint-Jean sont des individus qui ont tous 4 quartiers de noblesse, donc qui appartiennent à une élite nobiliaire locale et qui sont implantés dans le quartier cathédrale, extrêmement fort. Et puis, il y a dans l'espace de Lyonnais les influences des noblesses environnantes. Et puis, dernière influence, il y a, à partir du XIIe, XIIIe siècle, l'ascension d'une bourgeoisie marchande de plus en plus prospère, qui va bénéficier de cette prospérité médiévale, le fameux temps des cathédrales, et qui va s'enrichir, et qui, elle aussi, va vouloir avoir sa propre autonomie, en tout cas, être moins sous la tutelle des seigneurs qui influencent la ville de Lyon. Et donc, tout cela, ça crée des unités politiques, vous voyez, des unités politiques en rivalité, en réalité. C'est ça le truc. C'est-à-dire que l'évêque et les chanoines, ils ne s'entendent pas bien. Parce que chacun estime être au-dessus de l'autre, même s'ils sont censés servir la même cause et le même Dieu. Les bourgeois vont trouver que le seigneur impose trop de taxes et qu'ils ne peuvent pas commercer comme ils veulent. Les seigneurs du Forêt ou les seigneurs du Bourbonnais vont trouver qu'à Lyon, finalement, ils n'arrivent pas à avoir assez de clients, ou alors au contraire, ils essaient d'installer des nobles qui leur sont obéissants. Et puis derrière, le roi de France qui regarde, qui dit « Ouh, je suis là, voilà, vous vous battez entre vous. Et si moi, j'arrivais avec mes copains ?» Et notamment, le roi de France est installé à Mâcon, il y a un sénéchal qui regarde très fort. Bref, on est dans une situation qui génère de la rivalité intérieure de la ville. Et la conséquence sur les défenses de la ville, c'est que la ville de Lyon va se morceler autour d'îlots défensifs. Le premier d'entre eux, c'est le quartier Saint-Jean. Le quartier Saint-Jean autour de la cathédrale, ce qu'on appelle le cloître des chanoines, va se fortifier entre les églises Saint-Étienne et Sainte-Croix, vous savez, ce qui est aujourd'hui le jardin archéologique, et il est doté d'une muraille construite à partir de 1187. Donc 1187, fin XIIe siècle. On a une enceinte crénelée, surplombée d'un chemin de ronde, percée de 5 portes et ponctuée de plusieurs tours, et qui donne aux chanoines l'illusion d'être dans un territoire fermé. Alors, vous voyez sur les illustrations que je vous ai mises ici, sur les institutions, sur les illustrations que je vous ai mises ici, voilà, vous avez ici des reconstitutions du XXe qui est un peu gothique, qui valent ce qu'elles valent, mais en fait elles sont tirées ici du plan scénographique de 1555. Vous voyez très bien le mur. Sur le plan scénographique de 1555, vous avez cet îlot qui est complètement fermé avec la porte Froc ici qui donne sur la rue Saint-Jean. Vous voyez où c'est ? En fait, et ici vous avez la cathédrale, l'église Sainte-Croix et l'église Saint-Étienne et le mur. Ici, vous voyez où on est là, on est ici, vous voyez le jardin archéologique, vous repérez. Et donc on a le baptistère qui est ici, l'église Sainte-Croix, l'église Saint-Étienne ici qui est l'église paroissiale, et ce mur ici que vous avez là qui ferme le jardin archéologique, en fait, c'est le mur d'enceinte. C'est juste le mur d'enceinte dont on a la trace. Et là, on a du débris archéologique, donc on est content. Donc on sait véritablement que c'est fermé. Et on a bien cette représentation. Et ici, vous avez un plan là, qui reprend cet îlot cathédral. Et cet îlot cathédral qui est construit à l'initiative des chanoines pour se protéger des bourgeois et des chanoines. Et de l'évêque. Voilà. Et donc on ferme cela. Alors ça n'a jamais été trop efficace. Notamment lors de la rébellion de 1529, les chanoines, ils vont trouver refuge chez leurs copains de Saint-Just et Saint-Irénée, et ils ne restent pas là parce que là c'est un peu trop tendu. Et cette muraille est détruite en 1562 par les protestants. Parce que les chanoines, ils vont résister 24 heures. C'est-à-dire que le matin, le 1er mai au matin, ils se lèvent, et ils voient les protestants, et puis ils les voient sortir des canons, et là ils se disent on s'en va. Voilà. Donc c'est pas une muraille d'une grande efficacité, mais qui symboliquement, en tout cas, marque la séparation de la ville. Deuxième îlot, donc je l'ai plus ou moins dit, eh ben, c'est à Saint-Just. Hein, c'est cet îlot militaire que vous voyez ici, qui est construit. Ici, vous avez le fait sur le plan scénographique, là, vous avez la muraille de Lyon, qui est ici, voilà, que vous avez. Ici, ça, c'est la muraille de la ville. Et puis, à l'extérieur de la muraille, vous avez cette petite barbacane, ici, ce petit îlot défensif, qui est antérieur à la muraille de la ville. C'est-à-dire que Saint-Just, comme Saint-Jean, est fortifié avant même qu'on fortifie Lyon. Et la date exacte, c'est... est-ce que j'ai la date exacte ? Est-ce que je me la suis écrite ? C'est pas bien. C'est le XIe siècle, donc là on est à la fin, on doit être dans les années 1080 ou 1090. Et le bourg Saint-Irénée... Non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. Oui, et l'enceinte qu'il y a ici, elle est reprise au début du XIIIe siècle.
donc elle est reprise assez tardivement, avec des murs d'une élévation quand même de 10 à 12 mètres, hein, d'une largeur d'1,30 mètre et un périmètre qui fait à peu près 1 kilomètre. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui ferme cet ensemble-là, et là, qui est fortifié par les chanoines des chapitres Saint-Irénée et Saint-Just, parce qu'ils sont un peu loin quand même, hein, ils ont envie de se protéger et face aux différents éléments. Et c'est l'élément qui est détruit par les protestants en 1562. Vous avez l'illustration derrière de la destruction de Saint-Just. Hein, et aujourd'hui, quand vous allez vous balader rue des Maccabées, vous avez ce qui reste de l'ancienne église, hein, qui a été détruit et laissé au ras du sol. Alors, dans l'histoire lyonnaise, on dit c'est les protestants, ils étaient méchants, iconoclastes, tout ça, ils ont tout détruit, les affreux. En fait, dès les années 1520-1530, on veut le détruire. Et on essaie de convaincre les chanoines de Saint-Just et de Saint-Irénée d'aller s'installer à l'intérieur des murailles construites au XIVe siècle, sur lesquelles je vais revenir après, parce qu'en fait, un îlot fortifié devant un mur d'enceinte, c'est un point de fragilité en cas de siège. Parce qu'en fait, si l'ennemi prend cet îlot fortifié, il se protège lui-même pour installer des canons, pour installer des soldats. C'est ce qu'on appelle une barbacane, en fait. Une barbacane, c'est à double tranchant. C'est un poste avancé ou c'est un poste de fragilité. Et donc, les Lyonnais, dès le début de la Renaissance, veulent le supprimer, ce truc-là. Et les chanoines résistent, parce que c'est et les protestants qui, eux, arrivent au pouvoir en 1562 par la force, qui craignent un siège de la ville par les forces catholiques, eux, ils ne s'embarrassent pas de conditions morales. Les chanoines sont partis, on détruit, et quand les catholiques reprennent le contrôle de la ville, on réinstalle les chanoines, non plus à leur site originel, mais à l'intérieur des remparts, qui est l'église Saint-Just actuelle. Voyez, donc ça, c'est un processus de fait qui est extrêmement militaire. Et l'iconoclasme que vous avez derrière, c'est sûr que nos copains protestants du XVIe siècle, ils étaient tout joyeux de casser un clocher. Mais enfin, ils n'ont pas détruit 50 églises. Ils en ont détruit quelques-unes, mais celle-là, c'était spécifique. Voilà, donc là, on a un espace fortifié. Troisième espace fortifié, à ne pas sous-estimer, le pont du Rhône. Le pont du Rhône, qui est un pont fortifié, vous voyez ici, vous avez la reconstitution en dessous qu'on a sur le site Lyon 1700, qui est le lieu de contrôle et de passage dans la ville. Et le pont du Rhône, qui donne quand même sur le pré de Bellecour, hein, qui est un pré jusqu'au XVIe siècle, qui est à l'extérieur de la ville, c'est un espace qui se défend lui-même, en fait, qui peut être fortifié. Et puis, ne pas oublier non plus, à l'extérieur, sur la rive gauche du Rhône, qui est très souvent inondé, qui est le quartier de la Guillotière, dans lequel on a du mal à s'installer. Mais ce sont des territoires qui appartiennent essentiellement, sont des propriétés pour l'essentiel ecclésiastiques, dont une partie appartient à l'archevêque. Et que fait l'archevêque à cet endroit-là? L'archevêque, il fait construire un château, qui est le château de la Motte, hein, qui existe encore aujourd'hui, qui était propriété militaire jusqu'au début du XXe siècle. Vous avez là quelques tirailleurs sénégalais en train de s'exercer au tir dans les murailles du château de la Motte, qui aujourd'hui est intégré dans le projet du parc Blandan, et qui est dont je crois que la restauration est achevée, il me semble, ou en cours. C'est en cours, voilà, on peut pas pardon ? C'est Métropole de Lyon aujourd'hui, voilà, et il faut imaginer que ce château de la Motte, c'est une motte féodale en fait. C'est une motte installée par l'archevêque pour contrôler l'accès à Lyon depuis la Savoie, et qui fait que là, l'archevêque, il a un contrôle sur cette périphérie urbaine, et qui est une autorité militaire, de fait, qui est quasiment autonome. Cinquième ou sixième élément de fortification, ce qu'on appelle le mur de la lanterne. Alors ça, c'est un mur qui a été, qui lui est plus tardif. Là, sur le château de la Motte, les premières traces datent du XIe siècle. Et là, cette fois-ci, pour le mur de la lanterne, on est dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Ce qu'on appelle le mur de la lanterne, c'est cette fortification que vous voyez, que vous devinez ici, parce qu'ici, le mur n'existe plus, on n'a plus que les fossés. En fait, c'est un mur qui est construit à la fin du XIIIe siècle par la bourgeoisie lyonnaise, qui est en train de chercher à s'émanciper de la tutelle de son seigneur, qui est l'archevêque. Donc à Lyon, pour des raisons politiques, à partir de 1250, on a une agitation sociale et antiseigneuriale extrêmement forte. C'est ce qu'on appelle le mouvement communal. Et l'objectif des bourgeois lyonnais, des marchands, c'est d'obtenir une charte de franchise du seigneur, charte qui leur donne la possibilité de s'auto-administrer. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent s'auto-administrer ? Ils veulent s'auto-administrer pour arrêter de payer des taxes seigneuriales sur la circulation, sur le marché,
sur la consommation des biens, et si on paye des taxes, ça rentre dans leur intérêt à eux. Et donc, on a 70 ans de conflit, entre 1250 et 1320, et ça finit par la fameuse charte sapodine, qui donne les privilèges et qui crée la municipalité lyonnaise, et ça finit aussi par juste avant la charte sapodine, par le rattachement de la France, de Lyon à la France, puisque le roi de France va s'ingérer là-dedans, de manière à pouvoir obtenir en 1312 la reconnaissance de son autorité sur la ville de Lyon. Dans ce conflit-là, les bourgeois lyonnais, et il faut imaginer que la ville de Lyon, à ce moment-là, est constituée simplement de la partie ouest de la presqu'île, la ville de Lyon c'est cela, les bourgeois lyonnais construisent un mur d'enceinte que vous voyez, dont on voit la trace ici, qui permet de bloquer les incursions dans la ville depuis les possessions de l'archevêque, depuis Pierre VI, et qui est un lieu pour défendre ce lieu. Sachant que nos bourgeois lyonnais, le centre névralgique de leur pouvoir, c'est l'église Saint-Nizier qui est ici, la rue Mercière, que vous voyez là. Vous voyez là, on a le cœur de la bourgeoisie lyonnaise, du pouvoir marchand, et donc ils fortifient la presqu'île, qui est leur fief. Et de fait, quand dans les intervalles dans lesquels il y a une relative pacification entre l'archevêque et les bourgeois, on ne détruit pas cette muraille, on la laisse en place, et donc ce mur de la lanterne fonctionne, et il va fonctionner jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où on va décider de construire en haut de la colline le mur que l'on voit aujourd'hui. Et donc ce mur de la lanterne, vous le voyez donc ici sur le plan, c'est le même, hein, c'est une reproduction de celui-là. On le devine ici, qui est un mur crénelé qui fait 10 mètres de haut, avec un certain nombre avec 3 portes. Et dans la topographie actuelle, vous voyez, on le voit parfaitement ici au nord de la presqu'île. Et vous le savez peut-être, mais l'hôtel de ville de Lyon est un hôtel de ville qui a une forme très singulière. Dans toutes les villes de France, prenez l'hôtel de ville de Paris, ce qu'on valorise, c'est la façade large. Parce que sur la façade, on va mettre des décors, tout un programme iconographique. À Lyon, la façade, c'est la partie la plus étroite. Et pourquoi c'est la façade la plus étroite? Parce que quand on construit l'hôtel de ville, on va le construire au XVIIe siècle. L'hôtel de ville qu'on connaît aujourd'hui, il est inauguré en 1658, à peu près achevé. Et bien, on le fait là où on a du réservoir de foncier, et on le fait sur cette bande de terre qui n'a pas été encore occupée, et sur laquelle on peut constituer un jardin, et aujourd'hui l'opéra, l'hôtel de ville et la place publique et la place des terreaux. D'où cette forme très singulière d'hôtel tout en longueur, qui correspond en fait à la récupération d'un territoire qui est lui-même un territoire de muraille, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 10 mètres de large d'un bout à l'autre. Vous voyez, c'est quelque chose qui marque considérablement la topographie urbaine, qui fait 500 mètres de haut. On fait des fossés devant qu'on essaie de mettre en eau, hein, ça paraît tout simple, on est entre le Rhône et la Saône, donc il suffit d'ouvrir une petite rigole entre les deux, on met de l'eau dedans, sauf qu'au XIVe siècle, quand ils font ça, ils ne savaient pas qu'il y a à peu près 1 mètre d'écart entre le Rhône et la Saône en termes d'altitude. Alors, pour vous dire pourquoi le Rhône est beaucoup plus tumultueux que la Saône, hein, c'est-à-dire que jusqu'au confluent, ils récupèrent 1 mètre, hein, ou 1,50 m, hein, c'est même assez important. Mais alors là, du coup, quand ils ouvrent leur rigole pour mettre de l'eau, ça détruit tout, hein, parce que là, c'est un torrent de montagne qui descend d'un coup sur 500 mètres. Voilà, récupérer 1,50 m sur 500 mètres, voilà. Donc du coup, après, ils vont mettre des écluses, ils vont réguler tout ça. Voilà. Et troisième et dernier élément de fortification intérieure, c'est la citadelle de l'archevêque, située à Pierre-Cise. Donc, hein, pour ceux qui... Tout le monde voit où est Pierre-Cise ? Bah oui, il y en a qui voient, mais s'il y en a qui ne voient pas, c'est au-dessus. Bon, si tout le monde voit, je ne commente plus. Mais cette citadelle, qui est un château, de fait, qui est construit par Renaud de Forêt entre 1170 et 1226, donc on est là entre le XIIe et début du XIIIe siècle, qui en fait une véritable citadelle, qui va être la résidence privilégiée des archevêques, qui ne vont pas vivre dans leur palais épiscopal, très peu, et qui vont s'installer essentiellement là, et qui, de fait, sera détruite au XIXe siècle, et qui va servir de prison à la fin de son existence. Mais ça fait... Voilà, on insiste un peu dans les représentations de la ville de Lyon, voilà, on n'est pas tout à fait dans la proportion topographique pour cette entrée d'Henri IV, mais voilà, mais ça montre bien que notre artiste, quand il fait ce type de gravure, il veut montrer l'aspect exceptionnel de ce type de topographie. Donc, premier temps, ah oui, non, on y est jusqu'à 23h. Non, vous en faites pas, je m'arrêterai quand il faut. Premier temps, donc voilà, une muraille inexistante. Soit parce qu'on n'arrive pas à la situer,
et c'est les limites du travail de l'historien, soit parce que les Lyonnais eux-mêmes ne se dotent pas d'une ville fermée. C'est très étonnant. Et il y a à la fois un sentiment de vulnérabilité, indéniable, puisqu'on crée des murs, mais à ce moment-là, le mur n'est pas destiné à l'étranger lointain, il est destiné à l'ennemi proche. Et donc ça crée une topographie urbaine très particulière. Ceci change à partir du XIVe siècle, et c'est le deuxième temps de cet exposé, une enceinte urbaine du XIVe au XVIe siècle, où là, entre le XIVe et le XVIe siècle, la ville de Lyon va se doter d'une enceinte totale et cohérente. Premier temps, d'abord, d'adaptation, c'est le temps de la guerre de Cent Ans. Le temps de la guerre de Cent Ans, qui commence donc, on est entre 1350 et 1450. Donc la ville de Lyon est intégrée au Royaume de France à ce moment-là. Elle est gérée par sa municipalité. Et le début de la guerre de Cent Ans, voire presque jusqu'à la fin, ça ne se passe pas très bien pour les armées françaises. Et ensuite, avec la guerre civile qui associe Bourguignon et Armagnac, l'épopée de Charles VII, de Jeanne d'Arc, voilà, on n'est pas dans un royaume extrêmement assuré, donc la ville doit se défendre. Et qui plus est, ce dont je parlais tout à l'heure, la fameuse bataille de Brigné de 1362, mais rend très très proche de Lyon les problématiques de défense, que ce soit contre des armées adverses ou que ce soit contre les grandes compagnies, ces soldats qui refusent d'être licenciés. Et grâce à la charte de franchise, qui est la charte Sapodine, la ville de Lyon, les Lyonnais sont responsables de leur propre défense. C'est pas une contrainte, c'est un privilège. Parce qu'en fait, ils ne sont pas soumis aux armées du roi de France, de l'empereur ou des seigneurs. Ils peuvent s'autodéfendre. Ils n'hébergent pas de soldats étrangers, ils n'ont pas de gouverneur étranger. Et donc la contrepartie de ce privilège, c'est qu'ils doivent consacrer un certain nombre d'argent et de moyens à s'autodéfendre. Mais ils préfèrent s'autodéfendre qu'avoir à héberger des soldats absolument incontrôlables. Ce qui, à cette époque, quand on voit ce que font les grandes compagnies et les gens qu'on appelle les écorcheurs, vous voyez, c'est pas un petit privilège. Donc ça, ils y tiennent très fortement. Et donc c'est la ville de Lyon qui va financer, qui va créer sa garde bourgeoise, et qui va ce qu'on appelle les fameux penons, hein, autour des penonnages et des capitaines penons, et qui va ensuite, et qui également va travailler à acheter des canons et à travailler à sa propre muraille. Alors la décision de la construction de cette première muraille se fait déjà dès 1346. Si on prend le plan, un plan de la ville, ouais, peut-être celui-là. Si on prend un plan de la ville de Lyon, dès avant le début de la guerre de Cent Ans, à partir du milieu du XIVe siècle, la première muraille qui est... Donc on a, vous voyez, hein, l'héritage qu'on a, c'est des îlots fortifiés partout, le mur de la lanterne, et le premier mur qu'on construit juste avant la guerre de Cent Ans, c'est ce mur que vous voyez ici, hein, qui longe le Rhône, et qui permet de fermer la ville côté Savoie, puisque la ville de Lyon s'arrête à peu près là, hein, à la fin, ou ici, en biais, si on tire en biais, à la fin du XIVe siècle. Et donc là, on a un mur qu'on construit entre 1346 et 1356. Suite à la bataille de Brigné, suite à la menace immédiate, les Lyonnais vont engager des fortifications du côté de la colline de Fourvière. Et c'est le projet que vous voyez ici. L'idée, c'est de se défendre et de fermer la ville. Et donc l'idée, c'est de fermer Fourvière. Donc, vous voyez, ici, on a un mur là, d'accord ? On a un mur à cet endroit-là. Donc là, la ville est fortifiée ici, et l'idée, c'est de protéger l'ouest et de protéger le nord. Et donc le projet, c'est de construire ce mur, qu'on va appeler le mur de la retraite, parce que les terrains qui sont placés ici, c'est là où on met les pestiférés et les malades. Donc c'est le terrain de la retraite. C'est là où on va trouver les lazarets, c'est là où on va trouver l'hôpital des pestiférés, à cet endroit-là. Hein, c'est la montée de Choulan, hein, on est vers la montée de Choulan, à cet endroit-là. Et donc, le projet est celui-ci. Et c'est le projet de 1362. On va mettre à peu près 15 ans à construire cela. Hein. C'est achevé à la fin des années 1370. Et le projet, l'élément final n'est pas exactement ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que le terrain qu'il y a ici, c'est les terrains qui appartenaient au chapitre Saint-Just, qui refusent de les donner à la ville et qui les vendent au prix fort. Donc on a un procès qui dure 10 ans. Et à la fin, la ville arrive à les récupérer. Mais comme châtiment pour... la non-collaboration des chanoines, ils font passer la muraille ici. Ce qui va avoir des conséquences pour la suite du quartier. Allez, je pense que là, les chanoines, ils ont raté leur truc. Donc, on finit de fortifier là. Et le haut, ici, on est en haut de la colline de Croix-Rousse. Le haut, on ne construit pas la muraille, on construit simplement un fossé. On ne va pas plus loin.
Et donc, de ce projet génial, on passe à un projet plus réduit. Mais à partir de là, la ville est fermée. Vous voyez, et c'est ce qu'on voit ici sur ce plan de 1555. C'est le mur de la retraite que vous voyez ici, qui permet de fermer la ville. Celui-là, on n'en parle pas encore. Elle est fermée jusqu'ici. Elle est fermée là. Et elle est fermée sur le côté du Rhône. Donc, à la fin du XIVe siècle, la ville de Lyon connaît de fait sa première fermeture. Et ce qui reste dans la topographie lyonnaise de ce mur, vous le voyez ici. C'est pas celui-là, hein, ça c'est le mur du 19e. Le mur de la retraite, c'est celui-ci, d'accord, voilà, on fortifie la colline, hein, d'accord. On fortifie les champs, hein, d'accord. Voilà, vous le voyez très bien également à cet endroit-là. Et si on fait le plan de la ville, voilà, à la fin du XIVe siècle, au début du XVe siècle, la ville de Lyon, c'est un mur d'enceinte qui fait à peu près le tour, vous voyez. C'est un îlot à Saint-Just-Saint-Irénée, un îlot à Saint-Jean, un îlot fortifié ici, alors on aurait pu mettre Bechevelin là, et puis voilà. Mais on a une ville qui est fermée. Dans le contexte de la guerre de Cent Ans, la ville se ferme d'elle-même, et de fait, pour la première fois de l'histoire de Lyon, en tout cas pour la première fois pour l'historien, on sait qu'on a une défense cohérente. Voilà. Et alors le rythme de construction est plus ou moins rapide en fonction des menaces, mais voilà. Deuxième temps, les choses changent. Et les choses vont changer de forme à partir du début du XVIe siècle. Et donc c'est le temps des guerres d'Italie. Dans le temps des guerres d'Italie, on a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le premier paramètre, c'est que le roi de France revendique les territoires de Naples et de Milan. Et que, entre 1494 et 1559, on va avoir toute une série de campagnes. Et que pour aller en Italie, l'endroit le plus simple pour rassembler les troupes, c'est Lyon. Donc la fonction stratégique de Lyon va compter. Et puis, face à cela, quand le royaume est menacé, la porte d'entrée du royaume pour les États à ce moment-là, c'est aussi Lyon. C'est-à-dire que quand les Français se font laminer par les Suisses à Novare en 1513, les Lyonnais sont persuadés que les Suisses, je vous promets, les Suisses, ils sont neutres 2 ans plus tard, après Marignan. Mais là, ils ne sont pas neutres. Et ils font peur à tout le monde. Et les Lyonnais sont persuadés d'avoir des hordes de Suisses qui vont leur débarquer dessus en 1513. Quand, en 1536, l'empereur Charles Quint envahit la Provence, l'armée du roi s'installe à Lyon, et il y a un corps en Avignon, pour surveiller. Et voilà. Et donc là, voilà, le sentiment d'urgence militaire est important pendant les guerres d'Italie. À cela s'ajoute un deuxième paramètre. Le deuxième paramètre, c'est l'introduction du boulet de canon au début des guerres d'Italie. On arrive à mettre les canons qu'on savait déjà utiliser avant, dès le XIVe siècle, mais au début des guerres d'Italie, dès la fin du XVe siècle, on sait les mettre sur des trains d'attelage. Donc on sait faire déplacer des canons. Et à partir du moment où on peut mettre des canons sur un terrain de combat pour assiéger une ville, toute la fortification médiévale qui est fondée sur la verticalité devient obsolète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut déplacer des canons, le mur haut, en haut duquel on repoussait les échelles, on balançait tout ce qu'on pouvait sur la tête des gens, sauf de l'huile bouillante évidemment parce que ça coûte trop cher. Donc tout ça, tous ces trucs-là, ça ne sert plus à rien. Et les guerres d'Italie et l'armée française là-dessus va le prouver. Hein. Les Français vont conquérir Naples en 2 heures. Parce qu'ils mettent 3 canons devant le même endroit, ils font une brèche en 45 minutes et ils prennent le reste de la ville dans le temps suivant et les mecs se rendent très vite. Donc le canon rend obsolète la chose. Conséquence, il faut des fortifications qui s'adaptent au canon et c'est ce qu'on appelle l'apparition du bastion. En France, vous dites oui, c'est Vauban. En fait, Vauban, il n'a rien inventé. Vauban, il a perfectionné un système de défense qui naît au début du XVIe siècle, 200 ans avant lui. Et c'est ce que vous avez ici sur la place de Palmanova, qui est une place vénitienne, un petit peu un modèle idéal. Ça, c'est impossible à Lyon, hein, parce que quand il y a 2 cours d'eau et des montagnes, c'est pas possible, d'accord ? Mais l'idée, c'est d'avoir un remblai de terre, ce que vous voyez ici, d'avoir un remblai de terre relativement plat qui vous permet d'organiser vos canons de manière à défendre, d'avoir ensuite une avancée importante pour reculer le canon de l'adversaire. Quand le boulet du canon arrive, il va taper sur le remblai de terre maçonné, ce qui fait qu'il ne va pas faire s'effondrer le mur tout de suite, et vous protégez votre centre-ville. Vous voyez, le modèle, là, vous l'avez ici sur le glacis. Vous voyez, c'est ça l'idée de la fortification bastionnée, c'est d'éloigner au maximum l'espace à protéger, de créer une enceinte qui elle-même est peu haute, mais très épaisse, un fossé, un chemin et un glacis, de manière à ce que l'adversaire soit toujours le plus loin possible. Ça, c'est super sur le papier. Mais en termes de foncier,
Vous imaginez ce que ça veut dire pour toutes les villes? Ça veut dire qu'il va falloir acheter tous les terrains qui sont sur les faubourgs, qui sont devant. C'est-à-dire qu'on passe d'une fortification verticale à une fortification horizontale, que ça va coûter extrêmement cher en construction, mais aussi en foncier. Et donc du coup, on va le faire avec parcimonie. Hein. On va pas, voilà, avec Louis XIV, on va le systématiser grâce à Vauban. Mais avant, on le fait, on le fait. Et donc Lyon va bénéficier de ce chantier, et c'est la construction de la muraille Saint-Sébastien. C'est la muraille du nord, de l'ouest, du nord, pardon, oui, de la ville, hein, qui est construite, qu'on voit sur le plan scénographique, que vous voyez ici, hein, donc, qui part du nord, de la Saône, du Rhône, pardon, jusqu'à la Saône, avec ce qu'on appelle à ce moment-là des boulevards. C'est pas encore véritablement des bastions, mais c'est des gros morceaux de terre, empierrés. Vous avez ici, voilà, un profil dessiné en 1564 qui montre bien comment c'est, mais on n'est déjà plus dans de la tour. Vous voyez, on est dans quelque chose de plus bas, maçonné avec de la terre derrière, et qui est construit entre 1512 et 1550. C'est financé par la ville, c'est supervisé par le roi. C'est-à-dire que tous les ingénieurs qui vont travailler dessus sont des ingénieurs financés par le roi. Le premier, c'est Jean Péréal, mais ensuite, on a tous les Italiens. Anquise de Bologne, notamment, qui est un des grands ingénieurs italiens, vient travailler à Lyon. Et donc, on a là un maître d'ouvrage qui est le roi et un artisan qui est la ville. C'est-à-dire que c'est les Lyonnais qui vont payer, c'est les Lyonnais qui vont travailler dessus, et c'est les Lyonnais qui vont devoir la garder. Mais la pensée stratégique est faite par le roi. Il faut à peu près 50 ans pour la construire, parce qu'en période de paix, le chantier ralentit, et puis quand les armées ennemies s'approchent, le chantier reprend. En 1536, dans le moment de plus grande affluence, on a à peu près 1000 personnes qui travaillent sur le chantier. C'est énorme, hein, c'est une véritable fourmilière. Et donc, vous voyez, et ces murailles-là, elles seront systématiquement, elles vont être entretenues jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Vous voyez, parce que là, vous avez le plan de 1659, on les voit encore, et puis vous voyez, on a construit des demi-lunes. Puis vous avez le plan de 1740, où vous retrouvez cette même ligne de muraille et ces mêmes demi-lunes. Hein. Ici, vous avez les pentes de Croix-Rousse, et ici, vous avez le quartier de Croix-Rousse. D'accord ? Donc, on est vraiment là, dans un système de fortification façon Vauban, avec des portes. Hein, des portes, ici, c'est la porte Saint-Sébastien, avec différentes gravures, et ce qui reste aujourd'hui de la porte Saint-Sébastien, que vous avez pas très loin de la montée de en haut de la montée de la Grande Côte, hein, pour faire simple, qui est un système assez... Et cette fortification, qu'on voit parfaitement encore dans la topographie de la Croix-Rouge. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça, quand vous êtes baladé dans la Croix-Rouge. Mais regardez où il est le mur. Le mur, on le voit, d'accord, c'est le boulevard. Ok, ouais, mais ça va, tout le monde le sait. Mais regardez, on voit toutes les rues du quartier de la Croix-Rousse qui partent du boulevard sont toutes orientées en fonction des anciens bastions et des anciens demi-lunes qui fondaient, qui formaient les murailles anciennes, tout simplement parce que ce mur-là est détruit. Il est détruit au milieu du XIXe siècle et que l'urbanisation a commencé à se faire. Et les deux éléments qu'on voit encore, qui ont été repris au XIXe et qui restent, c'est ici le bastion Saint-Laurent, vous voyez, qu'on devine côté Rhône, et puis de l'autre côté, le fort Saint-Jean, qu'on devine côté Saône, qui sont les deux extrémités de cette muraille, totalement repris au XIXe. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Ici, vous avez deux gravures du XVIIIe, et ici, vous avez les photos actuelles. Vous voyez, c'est plus les mêmes bâtiments. Ça a été repris par l'armée, mais c'est quelque chose quand même qui est assez symbolique et qui montre quand même l'importance de ce type de fortification. Donc une nouvelle muraille pour la ville de Lyon et quelque chose qui est donc totalement assumé, qui est fini au XVIe siècle et qui va servir de défense de la ville de Lyon jusqu'au XIXe. Dans ce cadre-là, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, les arêtes de poisson ne sont pas associées à ces murailles, puisqu'elles datent de l'époque antique. Aujourd'hui, on le sait. Je vous aurais fait cette conférence il y a 5 ans, on ne savait pas. Mais là, aujourd'hui, le SAVL a fourni, a fouillé, a daté. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas qui y avait dedans, on ne sait pas exactement quand ça a été construit, mais c'est antique. Voilà, donc, je n'y reviens pas dessus. Toujours aussi sur ces murailles, côté Saint-Sébastien, côté montée Saint-Sébastien, donc à peu près au niveau du Gros Caillou, vous voyez. On a eu, pendant les guerres de religion, la construction d'une citadelle, la citadelle Saint-Sébastien, qui a été construite en 1564 par ordre du roi. Ça, c'était, alors officiellement, c'était pour protéger la ville de la Savoie, vous voyez. Mais en fait, ce qui s'est passé en 1564, c'est qu'on est après la première guerre de religion. La première guerre de religion, 1562-1563,
les Lyonnais font le choix du parti protestant. Donc ils se révoltent contre le roi. Et le châtiment de la révolte, c'est l'installation d'une citadelle. Pour que vous compreniez l'importance, c'est voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les Lyonnais sont autonomes sur le plan militaire. Ils sont dispensés de gouverneur, ils sont dispensés de garnison, ils sont dispensés de taille. C'est un privilège. Quand le roi installe en haut de la ville une citadelle, c'est une atteinte à leur privilège. C'est extrêmement vexatoire. D'autant que les canons ne sont pas tournés vers la Savoie, mais les canons que vous voyez ici, là, ceux de là, ils sont tournés vers Lyon. Donc clairement, c'est surveiller la ville. Ce qui fait que la citadelle est construite en 1564, et quand la ville bascule dans la Ligue au milieu des années 1580, la première chose que vont faire les Lyonnais quand ils vont basculer dans la Ligue, même un peu avant, ils vont prendre d'assaut cette citadelle, chasser les soldats et la détruire. Le roi Henri III est furieux, mais il ne peut rien faire. Et voilà, c'est un élément extrêmement symbolique. Et donc, si on reprend le dernier élément, pour ce XVIe siècle, vous avez ici un plan qui est un plan qui date probablement de 1555 d'un ingénieur militaire français. C'est un plan qui est conservé à Turin, parce qu'il a probablement été piqué par un espion turinois au milieu des années 60, au milieu des guerres de religion, parce que vous voyez ici, il y a un plan surimposé, c'est pas la même encre, donc il a été rajouté, de la fameuse citadelle dont je vous parlais. Vous voyez, donc ça, c'est que ce plan, il a été probablement volé vers 1570 pour amener, donc par un espion turinois, le duc de Savoie qui avait envoyé un espion, mais ce plan date ensuite de 1550, parce qu'en fait, on voit que ici la muraille est achevée. Vous voyez, on voit là que la muraille est achevée, alors on sait qu'elle est achevée en 1550, donc c'est fait. Par contre, on voit qu'on a encore des chantiers, qu'on est en train de... Vous avez en rouge la vieille muraille médiévale, d'accord ? Vous avez ici le quartier Saint-Just qui n'a pas encore été détruit par les protestants, donc on est avant 1562, dans ce tracé-là, ce qui est contradictoire avec ça. Et c'est comme ça qu'on sait que ça, c'est un faux. En fait, c'est un faux. C'est quelque chose qui se surajoute. Et puis, vous voyez que à ce moment-là, on est encore en train de tenter de moderniser les fortifications au niveau de l'Oyasse. Vous voyez, à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle le quartier de Lapi, à ce moment-là, ce nom a été perdu. Et on est en train de construire des bastions qui, de fait, n'ont probablement jamais été achevés, mais que l'on voit sur le plan scénographique, que l'on voit encore en chantier. Et donc, ce système de murailles, de fait, il est extrêmement important et actif pendant les guerres de religion. De fait, c'est ce qui va permettre à Lyon de s'engager dans les guerres de religion. Et puis, quand arrive le XVIIe siècle, les choses sont censées se calmer. C'est-à-dire que, bon, Lyon perd son statut de ville frontière avec l'annexion de l'actuel département de l'Ain. Donc la Bresse, le Bugey et le Val-Romée. Voilà, voilà. Et donc la frontière est repoussée, et la ville qui sert de frontière, c'est Bourg-en-Bresse, hein, c'est plus Lyon. De même, il y a une législation royale de destruction des murailles. Donc on peut s'attendre à ce que la ville de Lyon démantèle ses murailles. C'est-à-dire qu'il y a une législation, Louis XIII, en 1626, prend un édit qui ordonne la destruction des murailles intérieures au royaume et n'autorise la possession que de places fortes. Et donc, normalement, Lyon aurait dû perdre ses murailles. Seulement, là, j'ai un étudiant qui a fait un plan des fortifications de Lyon sous Louis XIV. Regardez, ils ont rien perdu. Parce que les Lyonnais n'ont aucune envie de perdre leurs murailles. Elles ne leur servent plus sur le plan militaire. Elles ne leur servent plus sur le plan défensif. La ville n'est plus vulnérable. Il n'y a pas d'aspect militaire vulnérable à ce moment-là. Parce que le royaume, de fait, n'est plus envahi. Depuis, même à la fin du règne de Louis XIV, de fait, l'invasion est limitée. Par contre, les murailles, c'est la fierté du privilège municipal, de l'identité de la ville, c'est le contrôle de ses accès. Et donc, les Lyonnais n'ont aucune envie de sacrifier leurs murailles. Et donc, vous avez ici ce qu'est la fortification de la ville tout au long de l'Ancien Régime, et ce qui explique que, à l'époque du siège de Lyon en 1793, la ville est encore fortifiée. Et vous avez ici, vous voyez, juste, hein, le graveur, il ne s'est pas beaucoup fatigué. Regardez. Vous voyez, il a pris la gravure qui est en bas, d'accord, et hop, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mise là. Le mec, il n'est jamais venu à Lyon. Hein. Hop, il a fait la même, il a rajouté un peu le fleuve sur le côté, et il a mis des boulets de canon pour tout détruire. C'est la même, hein, d'accord? Donc la matrice, c'est la même, et il envoie, voilà. Mais en tout cas, toujours est-il que quand on représente Lyon et le siège de Lyon en 93, on le représente avec ses murailles du XVIe. Et donc la ville va conserver, malgré la perte d'importance militaire de la ville va conserver ses murailles. Alors, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Vous me laissez encore 5 minutes ? Alors, je vous prends encore 5 minutes. Pour mon grand 3, mais qui sera un grand 3 conclusif, l'histoire aurait pu en rester là, puisque, de fait, après la Révolution française, après
la ville, la répression liée à la Convention après le siège de 93. Vous savez que Lyon perd son nom, ville affranchie, il y a quand même la bourgeoisie lyonnaise est un peu saignée quand même, hein, il y a une répression assez féroce, et que de fait, Bonaparte vient et se réconcilie, il y a un certain nombre d'actions à Lyon, mais ça reste une ville quand même qui a souffert de la Révolution et qui sur le plan militaire, de fait, dans la stratégie napoléonienne, est relativement marginale. Et donc, l'histoire aurait dû continuer, c'est-à-dire depuis la fin des guerres de religion, l'histoire d'une militarisation déclinante de Lyon. Eh bien, en fait, les choses vont se revenir, et c'est pour ça que l'histoire ne s'arrête jamais, à partir du 19e siècle. Lyon revient dans la stratégie défensive. Mais cette fois-ci, ce n'est plus une stratégie défensive de la ville en tant que telle, c'est une stratégie défensive du royaume. Et de fait, les stratèges militaires français s'en aperçoivent au moment de la fin de l'Empire napoléonien. C'est-à-dire que quand les armées, et notamment l'armée de Wellington, en 1814 arrivent, la fameuse bataille de Limonest, ils se disent que si on avait eu à Lyon un point militaire assez fort pour bloquer les Anglais, on pouvait tenir le territoire. Et donc, on revient à une stratégie de défense de portes et de verrous. Et dans cette logique-là, Lyon reprend sa fonction. Et l'invasion de 1814, comme celle de 1815, remet Lyon dans une pensée stratégique globale du pays. Et donc, sous la Restauration, dès Louis XVIII, les ministres de la guerre vont réévaluer des stratégies de défense du territoire. Lyon reprend une place stratégique. Il faut défendre la vallée du Rhône, il faut défendre la vallée de la Saône pour protéger le territoire. À cela s'ajoute là aussi, et ce qui fait aussi évoluer les éléments, c'est l'évolution des aspects techniques. Hein, on a vu au XVIe siècle, c'est la poudre et le boulet de canon qui rend obsolètes les murailles du Moyen-Âge. Au XIXe siècle, on a un saut technique qui n'est pas aussi majeur, mais qui est quand même capital, c'est l'invention de l'obus. L'invention de l'obus et l'invention des canons avec des rainurés et qui font tourner l'obus en l'air, ce qui augmente sa portée, ce qui augmente sa précision. Et l'obus, vous savez, la différence d'un boulet de canon, c'est que quand ça arrive, ça explose. Alors que le boulet de canon, ça fait juste que détruire par sa force. Et donc, on a une innovation technique qui est quand même assez importante. Augmentation de la portée, augmentation de la capacité destructive des armes. Il va donc falloir s'y adapter. Et donc, on va s'adapter à cela. Alors, il y a deux vagues de projets qui correspondent à cette militarisation, à cette remilitarisation de Lyon. Le premier projet, c'est entre 1815 et 1850. D'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On installe des casernes à Lyon. On installe des soldats à Lyon, ce que la charte Sapodine interdisait. Mais là, à partir de là, la question des chartes a disparu, donc on est dans une gestion globale du territoire, donc on peut installer des soldats. Et ensuite, on va penser, et donc c'est le baron François-Nicolas Haxo, qui, sous la Restauration et ensuite qui est suivi par Rohaut de Fleury, hein, c'est deux officiers français qui vont travailler sur la défense de Lyon et la défense des royaumes. Et on a une première période de travaux entre 1831 et 1850. Vous voyez, c'est vraiment on est là sous le... Et quels que soient les régimes politiques. C'est-à-dire qu'on passe de la monarchie de Juillet au Premier Empire, mais voilà, monarchie de Juillet, Deuxième République, Premier Empire, aucun souci, on continue. Là, on est dans l'administration française sait faire ça. Hein, là-dessus. Et on va offrir à la ville un système cohérent, mais qui est un système qui est encore très marqué par Vauban et par le système rapproché de défense. On est encore dans un héritage du XVIIe siècle, ce qui fait qu'on va renforcer la muraille Saint-Sébastien, on va renforcer les fameux bastions, voilà, qu'on va voir détruire. C'est là où on va faire les travaux sur le fort Saint-Jean et sur le fort Saint-Laurent dont je vous ai parlé. Et c'est là également où on va construire la muraille. Vous savez, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure avec le mur de la retraite, je vous dis ça c'est le mur du 19e, c'est construit en 1840. C'est-à-dire que l'idée c'est de défendre le périmètre urbain. Et si vous prenez ici la photo, c'est la construction d'une ligne de fort dans la proximité. Vous voyez, on renforce ici, en haut de Croix-Rousse, on va renforcer l'ancien mur, en haut de Croix-Rousse. On va installer un certain nombre de points défensifs autour de la ville. C'est là qu'apparaît le fort de la Part-Dieu.
C'est là qu'apparaît également le fort de la Duchère. Vous voyez, on est dans des forts qui sont à 10 km du centre-ville de Lyon au maximum. C'est là qu'apparaît... Pardon ? C'est là qu'apparaît... Ah non, le fort de Bron, c'est plus tard. C'est là qu'apparaît le fort de Vèze, le fort Saint-Irénée, vous voyez, là, qui existe encore debout, hein, où il y a l'Institut franco-chinois, le fort de Sainte-Foy et sa redoute. Dans la proximité, il y a un fort au Brotteau qui a disparu, il y a un fort à Tête d'Or qui a disparu, il y a le fort Pardieu, il y a la caserne, c'est le fort Lamotte, en fait, hein, qui est fortifié, et le fort Montluc. Le fort Montluc, hein, qui est aujourd'hui devenu la gendarmerie. Voilà, on est dans un système défensif qui, par rapport au centre de Lyon, dessine un cercle de diamètre de 20 km. Voilà, le rayon de 10 km. Et donc, c'est un système qui est encore relativement proche de la ville. Mais on construit, entre 1830 et 1850, 19 ouvrages avancés, 10 forts et 9 redoutes. Alors, je vous passe les détails. Voilà, sur un périmètre de 26 km autour de Lyon. Voilà. On éloigne un peu, mais Lyon reste... Voilà. Et c'est là où s'ajoute le deuxième projet. Et c'est là où on va arriver à Bron. Parce qu'en fait, le progrès technique, vous avez tous en tête la grosse Bertha de 1917 des Allemands. Mais la grosse Bertha, c'est déjà une portée gigantesque. Mais bien avant la grosse Bertha, l'avancée technique de la portée des canons fait que les murailles de Lyon, elles sont déjà trop proches. Elles sont trop proches de la ville parce qu'on peut installer des canons qui vont détruire la ville et fragiliser sa défense. Et donc, on a un deuxième système qui, lui, est porté par quelqu'un d'encore plus connu, qui est Raymond Adolphe de Serré de Rivière. Hein, c'est le système Serré de Rivière qui va prolonger les premiers travaux à partir de 1868. Et on a donc une deuxième vague de travaux entre 1870 et 1900. Là aussi, on traverse les régimes. Hein. Second Empire, période de MacMahon, possibilité de restauration, puis la République, là aussi, voilà, on a une continuité. Et là, la continuité, elle est surtout liée à la revanche de la guerre de 70. Hein. Donc là, on se prépare, on militarise les esprits. Et alors là, c'est là où on va construire une deuxième génération de forts qui sont installés dans un réseau défensif, cette fois-ci, à 20 ou 30 km du centre-ville. Pour la plupart, ils sont encore debout parce qu'il y a du béton armé et que ça coûte un bras de démanteler ce type de construction. C'est là où on va avoir le fort de Bron, donc. C'est là où on va avoir le fort de Mézieux, de Francheville, de Genat, de Vancia, de Saint-Priest, de Corbat, de Fézin, de Saint-Génie-Laval, de Irigny, le Mont-Verdun, le fort du Paillet à Dardilly, le fort du Chapoly, Saint-Génie-les-Olières. Bon, voilà. Et c'est tous les forts que vous avez ici en carré bleu. Et vous voyez cette deuxième ceinture. L'idée, c'est que cette fois-ci, la ville doit être défendue par un système de forts qui s'épaulent mutuellement. C'est exactement la même chose que la ligne Maginot. Plus tard, c'est les défenses autour de Verdun. Et ça conduit à aménager la ville. Hein, et c'est tous ces forts dont les municipalités ne savent pas trop quoi faire. L'armée est restée propriétaire de certains d'entre eux, notamment le fort du Mont-Verdun, hein, dans lequel on a un élément du commandement intégré de l'OTAN. Mais sinon, la plupart ont été municipalisés. Et voilà, moi j'habite à côté de Dardilly, et dans le fort du Paillet, ils envoient des fois les jeunes scouts. Enfin, il ne faut pas y aller trop l'hiver, sinon ils sortent tous avec une pleurésie, quoi. Enfin, c'est humide, c'est froid, c'est difficile à gérer. Mais toujours est-il que là, on a un patrimoine militaire qui date de cette époque-là. Et surtout, une nouvelle fois, c'est un patrimoine militaire qui va être fini au début du XXe siècle, vers 1900, et qui est tout de suite obsolète. En fait, parce que la Première Guerre mondiale montre que les stratégies ont évolué. On a de la guerre de mouvement, les points de fixation ne fonctionnent plus, puis ensuite l'introduction des chars d'assaut, toute une série de stratégies. Et vous voyez, et ça se voit très très bien, c'est que les derniers projets de murailles, les derniers projets de fort, c'était un fort qui était situé entre Francheville, Saint-Génis et Saint-Génie-les-Olières et Dardilly, qui était la trouée quand même de la route de Paris, vous voyez, vers Paris depuis Lyon. Il aurait dû avoir un fort autour de Charbonnières, un truc comme ça. Et celui-là, il était prévu pour la fin, il n'a jamais été construit. Il n'a jamais été construit parce qu'il aurait dû être construit après 1900. Après 1900, on met plus d'argent là-dedans. Parce que déjà, on sent qu'on a un système que l'ennemi ne va plus arriver par là, qu'on pense les fortifications ailleurs, et que cette pensée-là est obsolète. Et donc, on a là une série de forts extrêmement résistants, qui n'ont pas été construits pour rien, mais qui en tout cas n'ont jamais été mis à l'épreuve du feu. Et donc, tout cela pour conclure, hein, et je finis là-dessus, voilà, on a une ville qui
qui va passer 2000 ans à se défendre, dans une expérience du feu qui est relative, ce que je vous ai dit, avec des périodes soit de construction lâche ou morcelée, ou d'intense construction, et on l'a vu 16e siècle, 19e siècle, qui correspond à des attentes de guerre, à des peurs de la guerre, et donc à des sentiments de vulnérabilité qui sont eux-mêmes irréguliers. Voilà, cette vulnérabilité militaire n'est pas régulière dans l'histoire des Lyonnais, et en fonction de sa perception, en fonction des fantasmes qu'elle fait naître, eh bien, on s'adapte. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vulnérabilité qui est peu expérimentée, et qu'on reste quand même dans une attente de la guerre, dans une attente de défense, plutôt que dans une réelle vie de défense, et peut-être que c'est pas plus mal. Voilà, je vous remercie. Alors, du coup, si vous avez des questions, puisque je fais le modérateur, et c'est maintenant, après on a tous faim, on a tous envie d'aller manger. Voilà. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Je vous remercie déjà pour votre présentation. Vous nous avez montré une photo qui est située à l'arrière des locaux de la CNR. On voit le mur de la retraite sur la droite. Je me suis toujours posé la question, l'autre mur, quelle est sa période? Vous en avez parlé, mais je n'ai pas bien saisi. Celui-là, c'est 1830. 1830. Et pourquoi ils n'ont pas réutilisé le mur existant alors? Je sais pas. Là, honnêtement, je suis prêt à vous répondre. Comme ça, je dirais que s'ils n'ont pas réutilisé l'existant, c'est qu'ils devaient estimer que ça aurait coûté plus cher de le faire tomber et de le reconstruire, parce que ça, c'est de la pierre, et là, il y a déjà des choses avec un peu de béton. Ou peut-être que d'un point de vue topographique, c'était plus pertinent de mettre une échauguette là, ici, au bout de l'éperon, plutôt que de le mettre là. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que là, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, là, le jardin des hauteurs qui est à cet endroit, c'est le plus beau endroit de Lyon, qui n'est pas forcément ultra connu, mais dans lequel on a une vue qui est tout à fait extraordinaire. C'est pour ça qu'ils veulent faire un hôtel. Pardon? Il y avait un projet d'hôtel des voies navigables de France pendant un moment. Là où sur le... Ben, c'est bien que ce soit resté projet.